Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons regarder la correction des exercices qui portent sur les méthodes à un pas pour la résolution numérique des équations différentielles et plus précisément sur les quatre propriétés de consistance, stabilité, convergence et ordre. Donc les quatre exercices sont relativement similaires. À chaque fois vous avez un schéma qu'on vous propose d'étudier et en particulier on vous propose d'étudier sa consistance, sa stabilité, sa convergence et son ordre. Donc à chaque fois l'idée est toujours la même. Il faut traduire le schéma par rapport à la fonction phi, à trois variables, t, y, h, et rechercher des propriétés sur phi qui ont été vues en cours relativement à la consistance, la stabilité, la convergence et l'ordre. Donc, je ne vais pas aborder les quatre exercices, je répète, ils se répètent relativement. Certains sont plus calculatoires que d'autres, en particulier la fin de l'exercice 3 et la fin de l'exercice 4 peut-être, mais je vais commencer par détailler l'exercice 1 et expliquer un peu la fin de l'exercice 2. Les autres exercices pourront se faire en regardant la correction, je pense il n'y aura pas de difficulté majeure. Alors, voilà le premier schéma qu'on vous demande d'étudier. Donc on demande simplement consistance et stabilité. Donc là, je remonte à la correction de l'exercice 1. La consistance consiste à écrire phi de t et de y est de 0, sachant que l'expression générale de phi de t et de yh est celle-ci. Donc c'est vraiment important de savoir passer d'un schéma défini à partir des suites yn à l'expression de phi. Donc ça c'est vraiment important, en particulier le h ici, qui revient au delta t dans le schéma en général. Et puis on évalue en h égale 0 pour la consistance. Sans problème ici. On trouve que phi de ty 0 égale f de ty. La méthode est donc consistante. Voilà. Simplement ainsi qu'on montre la consistance. Jamais avec la définition. C'est beaucoup trop difficile. On le fait toujours avec la fonction phi. 99% des cas. De même, pour la stabilité, c'est une notion qu'on définit par rapport aux suites yn. Néanmoins, on la démontre toujours en utilisant le théorème reliant la stabilité au caractère lipschitzien de phi par rapport à sa deuxième variable. Donc on calcule phi de ty de h moins phi de ty h, et on la majeure, cette fonction, cette différence, en utilisant le caractère lipschitzien de f en général. Donc là on l'utilise trois fois en réalité, une première fois ici, et une première fois avec ce f là, et ensuite à nouveau ici, puisqu'il apparaît f de ty2 moins f de ty1, et à nouveau on majeure par h fois L sur 2, mais h est plus petit que grand T, la taille maximale, d'un pas de discrétisation. Et donc finalement, on a bien une constante fois valeur absolue d'y2 moins y1. Ce qui fait que phi est bien lipschitzienne par rapport à sa deuxième variable, et la méthode est stable, étant déjà consistante, elle est convergente. Voilà, donc on a démontré la convergence d'une méthode plus compliquée que la méthode de l'air, avec quelques lignes de calcul portant uniquement sur la fonction phi. On n'a même pas utilisé l'expression du schéma, en réalité, yn, la suite yn, on a utilisé l'expression de phi. Donc ça montre déjà à quel point ces quatre propriétés, difficiles à démontrer à la main, par exemple, ça a été fait pour la méthode de l'air, peuvent être démontrées assez facilement grâce aux propriétés sur phi. Alors, donc voilà, ça c'était relativement à ces trois propriétés, puisqu'on sait que la convergence provient de la consistance et de la stabilité. Pour l'ordre, c'est là qu'il y a un peu plus de calcul, puisqu'il va falloir calculer des dérivées partielles de phi par rapport à la troisième variable h, et les relier à des dérivées totales de f. Donc je vais prendre un exemple. Je vais prendre l'exercice 2. Je vais regarder que l'ordre, puisque on montre assez facilement au début, on commence pareil, dans l'exercice 2, que la méthode est consistante. Voilà. Que la méthode est toujours stable. Pas de souci. Par contre, je vais calculer dφ sur dh. Donc d'abord, avant d'évaluer en 0, je dois la calculer pour tout h. Donc en la calculant pour tout h, ça fait intervenir des dérivées partielles, puisque h est ici et ici. Donc des dérivées partielles de f par rapport à t, et des dérivées partielles de f par rapport à la deuxième variable que j'appelle y. Voilà, donc j'ai mis des ronds indice t et des ronds indice y. Et attention, ne pas se tromper du point en lequel ces dérivées partielles sont évaluées, c'est en t plus ah, y plus h, f de ty. Parfois on le notera t étoile, y étoile, pour aller un peu plus vite. Il ne faut pas confondre, c'est bien en ce point-là qu'on évalue les dérivées partielles. Et ensuite, dans un deuxième temps,
on évalue cette dérivée partielle de phi par rapport à h en h égale 0. Et donc on évalue en h ici. Et bien là, il reste t, il reste y. Donc finalement, ça fait a des ronds tf plus af des ronds yf. Et là, il faut reconnaître en fait la dérivée totale première de f. C'est exactement la définition d'une dérivée totale. Et donc il y a a devant, ce qui veut donc dire, par le théorème du cours, que la méthode est stable si a égale 1,5. Voilà. Et si on veut voir qu'elle n'est pas d'ordre plus élevé, il faut calculer la dérivée seconde de phi par rapport à h. Et là, c'est pareil, c'est un calcul qu'on reprend à partir de cette expression. On redérive, il y a du h un peu partout, il y en a là, là, il y en a 4 fois, donc ça veut dire qu'il y aura 4 termes. C'est pour ça que j'ai mis t étoile, y étoile, pour simplifier, il y a 4 termes. Mais en réalité, quand on évalue en h égale 0, ben, t étoile, y étoile, ça devient ty. Il reste donc A2, une dérivée deuxième par rapport à t, une dérivée croisée dt dy, et puis une dérivée seconde par rapport à y. Sauf que on voudrait que ce soit égal à 1 sur 2 plus 1, c'est-à-dire 3, la dérivée seconde totale de f qui est égale à 1 tiers dérivée par rapport à t de f1 plus f dérivée par rapport à y de f1. Ce qui veut donc dire, quand on se souvient de l'expression de la dérivée de f1 qui est ici, qu'il va y avoir par exemple un terme dérivée seconde par rapport à t fois 1 tiers. Donc là on s'arrête, sachant qu'à égale 1,5 on a du 1 quart. Donc on ne pourra avoir l'ordre 3 sur cette méthode. Voilà, donc ces deux premiers exercices, d'ailleurs, le résultat est intéressant. On a une méthode ici d'ordre 2, plus performante que la méthode de Euler, et on a une deuxième méthode d'ordre 2, qui s'appelle respectivement la méthode de Hön, qu'on peut voir comme une méthode des trapèzes, relativement à l'interprétation qu'on avait faite de la méthode de Euler comme étant la méthode des rectangles à gauche, et ici comme la méthode du point milieu, puisque je le rappelle, a égale 1,5. On reverra ça lors des méthodes de Runge-Kutta, puisqu'en réalité, il s'agit des deux premières méthodes les plus classiques de Runge-Kutta d'ordre 2. L'exercice 3 étant en fait ce résultat, vous voyez qu'on prend des paramètres plus compliqués, alpha, bêta, en 1,5 ici, et gamma, et on cherche à voir dans quel cas cette méthode est au moins d'ordre 2. Eh bien, on trouve en particulier le cas de l'exercice 1, c'est-à-dire alpha égale gamma égale 1,5, bêta égale 0. En particulier le cas de l'exercice 2, bêta égale 1, alpha égale gamma égale 0. Et puis en fait, on en trouve une série d'autres. Mais l'idée est exactement la même que l'exercice 2, ce n'est pas forcément plus difficile. Je ne détaille pas les calculs, ils se trouvent dans la correction détaillée. Une fois que vous avez compris l'idée, en général, ça ne pose pas de difficulté majeure. Et pour finir, l'exercice 4, la fonction phi ici s'appelle grand F, attention, elle est légèrement différente puisque vous voyez grand F, l'expression de grand F ici, c'est celle-ci. Finalement, elle est bien adaptée pour calculer l'ordre. Néanmoins, la fin de cet exercice est assez difficile puisqu'il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup de termes qu'il faut calculer quand on calcule les dérivées partielles par rapport à h, sauf que beaucoup de termes s'annulent quand h vaut 0. En particulier pour la première dérivée et pour la seconde dérivée, on trouve des expressions simples en h égale 0 seulement. Par contre, quand on veut passer à la dérivée troisième en h égale 0, il faut garder l'expression générale de la dérivée seconde de phi par rapport à h. C'est un peu plus compliqué, et on arrive quand même à trouver une méthode qui soit d'ordre 4, c'est-à-dire alpha égale bêta égale 1 quart, sachant que b égale 1 tiers et a égale 1,5. Elle est certes d'ordre 4 cette méthode, mais en réalité elle est relativement complexe puisqu'elle fait intervenir des dérivées croisées de f par rapport à ces variables. Donc ce n'est pas une méthode qu'on retiendra en réalité, mais elle permet de travailler les dérivées partielles des fonctions f et de les relier aux dérivées partielles des fonctions phi. Voilà, donc pour cet exercice, je répète, le plus important c'est de bien comprendre que ces 4 notions qui sont les notions importantes pour définir un schéma précis, qui ont été définies à partir du schéma, à partir des erreurs de consistance, des suites YI, eh bien, on peut obtenir ces propriétés simplement par des études de fonctions, des dérivées partielles. Ça demande une certaine habileté dans le calcul, mais ce n'est jamais plus que cela pour démontrer à présent ces 4 propriétés pour les méthodes de résolution
approcher d'équation dérivée partielle.